Vous vous réveillez avec une sensation étrange, une agitation qui semble d'abord n'être qu'une contrariété passagère, peut-être un reste de stress accumulé, peut-être simplement le poids de la routine. Vous l'ignorez, essayant de poursuivre votre journée comme si de rien n'était. Mais quelque chose ne va pas. Vous sentez en vous une présence invisible, une angoisse qui ne se dissipe pas au fil des heures. Le café fort n'aide pas, la musique ne distrait pas, les conversations semblent lointaines. Quelque chose est différent. Les premiers jours, vous essayez de justifier ce sentiment. Peut-être est-ce dû au travail, à la fatigue, au manque de repos, mais les nuits commencent à devenir trop longues. Vous vous allongez pour dormir, mais le sommeil ne vient pas, et lorsque vous vous endormez enfin, c'est un repos superficiel, interrompu, sans la moindre sensation de soulagement. Vous vous réveillez plus épuisé qu'avant, comme si chaque nuit vous vidait un peu plus de votre énergie, et le jour suivant ne fait que répéter ce cycle étouffant. Peu à peu, les choses qui se faisaient naturellement commencent à demander un effort absurde. Se lever du lit semble être une tâche monumentale. Des activités simples, comme se préparer un café ou répondre à un message, deviennent des défis inutiles. Vous vous retrouvez à éviter les interactions, à ignorer les appels, à reporter les rendez-vous. La vie continue autour de vous, mais vous ne vous sentez plus connecté à elle. C'est comme si vous regardiez tout à travers une vitre opaque, présent mais incapable de participer réellement. Vos loisirs, les choses qui vous procuraient du plaisir, vous semblent désormais vides. La musique ne touche plus son âme, les films ne l'intéressent plus, les livres semblent sans vie. Les petites joies qui équilibraient autrefois vos journées ne sont plus que l'ombre de quelque chose qui n'éveille plus rien en vous. Le monde entier semble avoir perdu ses couleurs. Les gens autour de vous remarquent des changements subtils. Votre regard devient plus distant, votre voix plus faible, votre façon de vous éloigner sans explication. Mais contrairement à une maladie visible comme une fracture ou une fièvre, la tristesse profonde n'a pas de signes évidents. Vous ne marchez pas en boitant, vous n'avez pas besoin de bandage. On est juste là, on a l'air normal à l'extérieur, alors qu'à l'intérieur, quelque chose se désagrège. C'est alors que se pose la question. Comment expliquer ce que l'on ne comprend pas soi-même? Comment mettre des mots sur cette douleur invisible, sur ce sentiment que quelque chose en vous s'effondre peu à peu? Vous sentez que si vous essayez de l'expliquer, les mots vous paraîtront trop lourds, alors vous ne dites rien. Mais le silence fait aussi mal. Vous voulez que les gens s'en rendent compte. Vous voulez que quelqu'un remarque que quelque chose ne va pas. Mais en même temps, vous avez peur de ce que cela signifierait. Peur d'être un fardeau, peur d'inquiéter ceux que vous aimez, peur de devenir un problème de plus dans la vie de quelqu'un. Alors vous souriez quand c'est nécessaire, vous répondez « ça va » quand on vous le demande. Vous vous persuadez que cacher votre douleur est le meilleur choix. Mais cacher ne signifie pas guérir. Et puis, de temps en temps, quelque chose d'inattendu se produit. Un sentiment soudain d'euphorie. Vous vous sentez incroyablement bien. Une énergie intense, un bonheur qui semble exagéré, mais réel. L'espace d'un instant, vous croyez aller mieux. Mais cette joie est éphémère, et lorsqu'elle disparaît, elle emporte avec elle tout espoir d'amélioration. Vous retombez dans le vide, et cette fois, la chute semble encore plus profonde. Ces oscillations déroutent l'entourage. Les gens essaient de comprendre, mais ne savent pas comment réagir. Parfois, ils essaient de vous réconforter avec des phrases comme « ça va passer »,« ce n'est qu'une phase » ou « tu as tout ce qu'il faut pour être heureux ». Mais ces mots sonnent creux, car ce que tu ressens n'est pas seulement de la tristesse. Ce n'est pas qu'une mauvaise passe, c'est quelque chose de plus grand.
quelque chose qui s'est installé en vous et qui semble avoir effacé tout ce qui avait un sens auparavant. Dans les moments les plus solitaires, vous commencez à voir le monde différemment. Mais ce que vous voyez n'est pas beau à voir. Tout semble fragile, temporaire et sans but. L'illusion de la permanence s'effrite sous vos yeux. La vie ressemble à un cycle vide de sens, à une entreprise sans récompense. C'est alors que le désespoir s'installe. David Foster Wallace a décrit la dépression comme le fait d'être piégé à l'intérieur d'un bâtiment en feu. Ceux qui se trouvent à l'extérieur ne comprennent pas pourquoi quelqu'un sauterait. Après tout, tomber d'une grande hauteur est terrifiant. Mais pour ceux qui se trouvent à l'intérieur de l'incendie, tomber n'est pas un choix heureux. Cela semble simplement être la moins terrible des deux horreurs. Vous ne voulez pas tomber, mais vous ne pouvez plus supporter le feu dévorant qui vous habite. La dépression n'est pas une tristesse ordinaire. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut résoudre avec de l'optimisme ou de la volonté. C'est un état qui altère la perception de la réalité, déforme les pensées, efface les émotions, fait de l'existence un poids écrasant. Beaucoup pensent que la dépression n'est qu'un problème psychologique, mais la science montre qu'il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond. Les recherches montrent que les personnes dépressives présentent souvent des changements dans le fonctionnement de leur cerveau. L'hippocampe, une région associée à la mémoire et à l'apprentissage, rétrécit avec le temps. L'activité des neurotransmetteurs est modifiée, ce qui a un impact direct sur l'humeur, l'énergie et la capacité à éprouver du plaisir. En outre, la dépression a été associée à des processus inflammatoires dans l'organisme, ce qui suggère que son impact va au-delà de l'émotionnel et affecte même la santé physique. Mais au milieu de tout cela, il y a une question qui ne disparaît jamais. La dépression disparaîtra-t-elle un jour? On essaie de se raccrocher à quelque chose, n'importe quoi, pour ne pas sombrer complètement. Mais lorsque rien ne semble avoir de sens, comment trouver une raison de continuer? La réponse, même si elle semble lointaine, existe toujours. L'histoire de l'humanité nous montre que la dépression n'est pas une fin en soi. C'est un combat, certes, mais un combat qui peut être gagné. Avant tout changement, avant toute amélioration, il y a une première étape. Reconnaître que cette douleur est réelle et que personne ne doit la porter seul. La dépression ne se présente pas de la même manière pour tout le monde. Pour certains, elle apparaît après un événement traumatisant comme la perte d'un être cher, la fin d'une relation ou une frustration professionnelle irrémédiable. Pour d'autres, elle apparaît sans prévenir, sans raison claire, sans déclencheur identifiable. C'est l'un des aspects les plus cruels de cette maladie. Elle peut s'installer dans l'esprit même lorsque la vie, aux yeux des autres, semble parfaitement en ordre. Cette absence de raison concrète rend la dépression encore plus difficile à gérer. S'il y avait un événement précis à blâmer, il serait peut-être plus facile de faire face à la souffrance. Mais lorsque le vide apparaît sans explication, l'esprit se met à chercher des justifications. On revisite le passé, on analyse ses choix, on essaye de trouver une erreur, un moment qui aurait pu déclencher cette apathie étouffante. Mais il n'y a pas de réponse. Il n'y a qu'un poids constant, une fatigue qui ne disparaît pas. La recherche montre que la dépression n'est pas seulement un problème émotionnel, mais aussi biologique. Des études montrent que certaines personnes ont des prédispositions génétiques qui les rendent plus vulnérables à la souffrance psychologique après des événements stressants, alors que certains parviennent à surmonter les difficultés sans impact émotionnel majeur, d'autres sont profondément affectés. Cela suggère que les facteurs biologiques jouent un rôle important, faisant de la dépression plus qu'un simple état mental. C'est aussi un phénomène physiologique.
Cette relation entre génétique et dépression présente également un aspect curieux. Pourquoi ces gènes ont-ils persisté tout au long de l'évolution humaine? Si la dépression n'offre aucun avantage évident, pourquoi n'a-t-elle pas été éliminée au fil du temps? Certains experts en psychologie évolutionniste avancent l'hypothèse que cet état mental pourrait avoir servi de mécanisme d'autopréservation. Dans l'Antiquité, un individu déprimé aurait été plus prudent, plus introspectif, moins enclin à s'exposer à des risques inutiles. En outre, des études récentes indiquent que de nombreux gènes associés à la dépression sont également liés à des processus inflammatoires dans l'organisme. Cela suggère qu'à un moment donné, la dépression a pu être une réponse biologique à la maladie, aidant le corps à conserver de l'énergie et à se rétablir. Ce lien entre la dépression et l'inflammation peut également expliquer pourquoi certaines habitudes de vie ont un impact direct sur le bien-être mental. Une activité physique régulière, un sommeil suffisant et une alimentation équilibrée ne sont pas seulement des recommandations génériques pour une vie saine, ce sont des mesures qui affectent directement le fonctionnement du cerveau. L'exercice physique, par exemple, stimule la production d'endorphines et de sérotonine, des neurotransmetteurs qui améliorent l'humeur. Mais il y a un problème. La dépression sape la motivation à faire les choses qui peuvent aider. Lorsque le simple fait de sortir du lit semble insupportable, comment trouver la force de faire de l'exercice? Lorsque votre esprit est bloqué dans un cycle d'épuisement et de négativité, comment trouver l'énergie de changer vos habitudes? C'est l'un des pièges les plus cruels de la dépression. Elle vous prive de la possibilité de trouver vos propres solutions. C'est là que réside la grande différence entre la tristesse et la dépression. La tristesse est un état passager, généralement lié à un événement précis. Avec le temps, elle se dissipe pour laisser place à de nouvelles émotions et expériences. La dépression, en revanche, n'a pas besoin de raison et ne suit pas un cycle prévisible. Elle peut durer des mois ou des années. Elle peut disparaître pendant un certain temps, puis revenir sans explication. Elle peut être silencieuse ou accablante. Et lorsqu'il n'y a pas d'explication, l'esprit essaie d'en trouver. Certains projettent leur souffrance sur des questions existentielles, se plongeant dans le non-sens de la vie, l'inévitabilité de la mort, la fragilité de la condition humaine. D'autres canalisent leur désespoir vers des problèmes extérieurs, tels que les inégalités sociales, les crises politiques ou le changement climatique. L'esprit a besoin d'un centre d'intérêt, de quelque chose de concret pour justifier ce qu'il ressent. Mais la dépression n'a pas besoin de raisons extérieures. Elle existe, tout simplement. Schopenhauer a brillamment décrit ce sentiment. Pour lui, la vie est une suite sans fin de désirs et de frustrations. Chaque fois que nous obtenons quelque chose, nous nous rendons vite compte que cela ne nous complète pas. Le temps passe, de nouveaux besoins apparaissent, et l'insatisfaction ne disparaît jamais. Les êtres humains sont condamnés à rechercher sans cesse quelque chose qui ne sera jamais suffisant. Cette vision résonne profondément avec les personnes confrontées à la dépression. Lorsque rien ne semble apporter de plaisir, lorsque tout semble temporaire et sans importance, la vie devient un fardeau. La dépression nous enseigne une vérité inconfortable. La réalité ne se soucie pas de nos désirs. Il n'y a aucune garantie que les choses s'améliorent. Cette prise de conscience peut être accablante. Si la dépression peut être expliquée par des facteurs biologiques et traitée par une thérapie et des médicaments, pourquoi chercher des réponses dans la philosophie? Après tout, personne n'a besoin de réflexion existentielle pour traiter des maladies physiques. Il n'y a pas de philosophie pour l'hypertension ou le diabète. Alors pourquoi la dépression semble-t-elle nécessiter un niveau de questionnement aussi profond? La réponse réside peut-être dans la manière dont cette maladie
altèrent notre perception de la réalité. La dépression n'est pas seulement un ensemble de symptômes physiques et émotionnels, elle change notre façon de voir le monde, d'interpréter le temps, de nous percevoir dans l'existence. Elle transforme la structure même de l'expérience humaine. C'est pourquoi son traitement ne se limite pas à la correction des déséquilibres chimiques. Bien que les antidépresseurs et la thérapie puissent aider, ils ne répondent pas à la question essentielle que pose la dépression. Pourquoi continuer? Et c'est là que la philosophie devient essentielle. Non pas comme un remède, mais comme un outil permettant de comprendre la profondeur de l'expérience dépressive. Nietzsche, Kierkegaard, Camus, tous ces penseurs ont fait face à leurs propres crises existentielles, à leur propre lutte contre le vide. Leurs réflexions ne sont pas de simples abstractions académiques, ce sont des tentatives réelles de trouver un sens là où il n'y en a apparemment pas. La dépression n'a peut-être pas de réponse définitive, mais cela ne signifie pas qu'elle ne peut pas être comprise. La dépression a une caractéristique particulière. Elle ne modifie pas seulement l'humeur, mais aussi la façon dont la réalité est perçue. Le monde reste le même, mais tout semble différent. Les petits plaisirs perdent de leur éclat, les conversations deviennent épuisantes, et l'idée d'un avenir meilleur semble lointaine, presque inaccessible. C'est comme si l'esprit filtrait tout à travers une lentille grise, rendant chaque expérience opaque et dénuée de sens. Ce changement de perception soulève une question intrigante. Et si la dépression n'était pas une simple distorsion, mais une façon plus réaliste de voir la vie? Cette idée a donné naissance à une théorie connue sous le nom de réalisme dépressif, qui suggère que les personnes déprimées voient la réalité avec plus de précision que celles qui ne le sont pas. Des études indiquent que les personnes déprimées ont tendance à porter un jugement plus précis sur leurs propres capacités, évaluant les risques et les défis avec moins de distorsion, alors que les personnes en bonne santé surestiment généralement leur influence sur le monde et cultivent un optimisme illusoire. Les personnes déprimées voient les choses avec un certain détachement, sans le biais positif qui nous protège normalement du désespoir. Cela soulève une question embarrassante. Le bonheur dépend-il dans une certaine mesure de l'illusion? Des études suggèrent que la plupart des gens conservent un biais optimiste, croyant que l'avenir sera meilleur, qu'ils ont plus de contrôle sur leur vie qu'ils n'en ont en réalité et qu'ils sont plus spéciaux que la moyenne. Ces illusions, bien qu'irréalistes, contribuent à maintenir un sentiment d'utilité et de motivation. Sans elles, la réalité peut sembler trop austère et insupportable. Nietzsche avait déjà souligné quelque chose de similaire lorsqu'il avait déclaré que « nous avons l'art de ne pas mourir de la vérité ». La vie, dans son essence, peut être dure et indifférente, mais les êtres humains créent des histoires, des significations et des illusions qui rendent l'existence supportable. Le bonheur n'est peut-être pas de voir la réalité telle qu'elle est, mais de trouver des moyens de la rendre plus acceptable. Camus, quant à lui, a emprunté une autre voie. Dans sa philosophie de l'absurde, il affirmait que la grande question de la vie n'était pas de trouver un sens, mais de décider si elle valait encore la peine d'être vécue. Il pensait que l'univers n'offrait aucune réponse, qu'il n'y avait pas de but inhérent à l'existence et que, par conséquent, notre seule option était de créer notre propre sens. Mais pour Camus, le véritable danger ne réside pas dans la souffrance elle-même, mais dans l'espoir. Il considérait l'espoir comme une tromperie, une promesse vide que quelque chose de meilleur se présentera. Dans le mythe de Pandore, tous les maux du monde sont libérés, mais l'espoir reste piégé dans la boîte. Traditionnellement,
Cela est interprété comme un cadeau des dieux pour réconforter l'humanité. Mais Camus et Nietzsche avaient un autre point de vue. Et si l'espoir était, en fait, le plus grand des maux, selon eux, l'espoir ne nous permet pas d'accepter la réalité telle qu'elle est. Il nous fait attendre, reporte toujours la vie, projette le bonheur dans un avenir incertain. Je serai heureux quand je trouverai ce travail, quand je trouverai quelqu'un qui m'aime, quand j'aurai enfin la paix. Mais ce futur n'arrive jamais, parce qu'il y a toujours quelque chose de plus à accomplir. Camus pensait que le chemin vers une vie authentique passait par l'abandon de cet espoir illusoire et l'acceptation de la vie au présent, même sans garantie. Il appelait cela la révolte métaphysique, vivre pleinement, sans avoir besoin de promesses extérieures pour justifier l'existence. Mais est-il vraiment possible de vivre sans espoir? L'esprit humain peut-il accepter l'absence de sens sans créer une sorte d'illusion pour atténuer la douleur? Camus reconnaît qu'il s'agit là d'un combat difficile. La tendance naturelle des êtres humains est d'espérer, de se projeter, de rêver. Même ceux qui disent avoir abandonné toute espérance portent encore en eux une petite flamme d'espoir. Cette contradiction a conduit certains philosophes à développer un concept alternatif, l'étrange espoir. Contrairement à l'espoir traditionnel, qui repose sur un futur idéalisé, l'étrange espoir est ancré dans le présent. Il n'espère pas de miracle, il ne projette pas un destin parfait. Il reconnaît plutôt que la vie peut être difficile, mais qu'elle vaut la peine d'être vécue. Cette idée est proche de la philosophie de l'existentialiste français Gabriel Marcel, qui pensait que le véritable espoir n'est pas passif, mais plutôt un acte de résistance contre le désespoir. Marcel affirmait que le plus grand piège de l'être humain est d'essayer de transformer l'existence en un problème à résoudre. Lorsque nous nous sentons vides, nous cherchons quelque chose pour combler ce vide, des possessions, des relations, des réalisations. Mais cette quête incessante n'apporte jamais de réelle satisfaction. Elle ne fait que nous faire courir après quelque chose qui ne sera jamais suffisant. Il distinguait deux types de questions, les problèmes et les mystères. Un problème est quelque chose d'extérieur, d'objectif, qui peut être résolu par la logique et le raisonnement. Un mystère, en revanche, ne peut être résolu de la même manière, car il implique la personne même qui s'interroge. L'existence, selon Marcel, n'est pas un problème à résoudre, mais un mystère à vivre. Cette perspective peut changer notre regard sur la dépression. Au lieu de la considérer uniquement comme un obstacle à surmonter, peut-être pouvons-nous la voir comme une partie du mystère de l'existence. Cela ne signifie pas que nous devons l'accepter passivement, mais plutôt que nous pouvons en tirer des enseignements. La dépression nous oblige à remettre en question des vérités que nous avons acceptées sans réfléchir. Elle nous oblige à nous tourner vers l'intérieur, à affronter le vide sans distraction. Aussi douloureux que cela puisse être, ce voyage a peut-être quelque chose de précieux. S'il n'y a pas de sens objectif à la vie, alors la seule option est de construire notre propre sens. Non pas un sens fondé sur des promesses lointaines, mais sur ce que nous pouvons faire maintenant. La question n'est pas comment sortir de la dépression, mais comment continuer malgré elle. Et c'est peut-être la seule réponse possible. Gabriel Marcel soutenait que le véritable espoir ne réside pas dans l'attente d'un avenir meilleur, mais dans la capacité d'exister pleinement, même lorsque tout semble incertain. Pour lui, le grand piège humain est de considérer la vie comme un problème à résoudre. Lorsque nous nous sentons vides, nous cherchons une solution, un nouvel objectif, une nouvelle relation, une nouvelle distraction. Mais cette recherche ne nous satisfait jamais complètement. Elle nous enferme dans une promesse future
qui ne se réalisera peut-être jamais. C'est la différence entre les problèmes et les mystères. Un problème peut être analysé rationnellement et résolu avec effort, mais le mystère est différent. Il ne peut être séparé de celui qui l'interroge. L'identité même de l'individu fait partie de la question. L'existence n'est pas un problème à résoudre, mais un mystère à vivre. La dépression fonctionne peut-être de la même manière. Si nous la traitons uniquement comme un problème à éliminer, nous pouvons finir par ignorer ce qu'elle révèle de nous-mêmes. Il ne s'agit pas d'accepter passivement la souffrance, mais de comprendre que la lutte contre la dépression ne consiste pas seulement à éradiquer les symptômes, mais à apprendre à vivre avec cette partie de notre existence. La société moderne nous enseigne cependant le contraire. Nous vivons dans un monde qui valorise la productivité, l'efficacité et le bonheur comme des objectifs obligatoires. La tristesse et l'introspection sont considérées comme des obstacles à surmonter rapidement. Si vous ne réussissez pas, c'est que vous devez travailler plus dur, changer d'état d'esprit et être plus positif. Mais cette façon de penser ne tient pas compte du fait que la douleur fait également partie de l'expérience humaine. La dépression nous oblige à faire face à des vérités inconfortables. Elle détruit les illusions qui nous permettent de continuer à vivre. Lorsque tout semble dénué de sens, nous commençons à remettre en question des choses que nous avions acceptées sans réfléchir. Qu'est-ce qui compte vraiment? Pourquoi continuons-nous à vivre? Qu'est-ce qui nous pousse à continuer? Ces questions n'ont pas de réponse facile, mais c'est peut-être précisément dans la recherche de ces réponses que nous trouvons un nouveau sens. Nietzsche disait que ceux qui ont un « pourquoi » pour vivre peuvent supporter presque n'importe quel « comment ». Viktor Frankl, psychiatre et survivant d'un camp de concentration, a poussé cette idée plus loin. Il s'est rendu compte que ceux qui parvenaient à trouver un sens à leur vie, même minime, étaient plus à même de supporter la souffrance. Pour Frankl, le but de la vie ne réside pas dans l'absence de douleur, mais dans la capacité à lui donner un sens. Cette perspective nous amène à une autre question. Et si le problème n'était pas la douleur elle-même, mais ce que nous en faisons? Si nous acceptons que la souffrance est inévitable, peut-être pouvons-nous apprendre à l'utiliser comme un moteur pour quelque chose de plus grand, plutôt que de la considérer uniquement comme un fardeau. Cela ne signifie pas qu'il faille romantiser la dépression. La douleur doit être reconnue et traitée. Mais en même temps, il est peut-être possible d'y trouver un point de réflexion, une chance de reconstruire son rapport à l'existence. La philosophie n'offre pas de remède, elle n'élimine pas l'obscurité, mais elle peut peut-être nous aider à la traverser. S'il est une chose que la dépression impose à ceux qui la vivent, c'est le besoin de trouver un sens pour continuer à vivre. La question n'est pas seulement de savoir comment se débarrasser de la douleur, mais comment avancer malgré elle. Pour beaucoup, il s'agit d'un dilemme sans solution claire. Lorsque tout semble dénué de sens, comment trouver la motivation pour persévérer? Lorsque la vie elle-même devient un fardeau, où trouver la force de la soutenir? Nietzsche pensait que la souffrance n'était pas une chose à éviter, mais qu'elle faisait partie intégrante de l'expérience humaine. Il rejetait l'idée que le bonheur devait être le but ultime de la vie. Il soutenait plutôt que nous devrions transformer notre douleur en quelque chose de plus grand, l'utiliser comme un carburant pour notre croissance. Pour lui, le véritable défi n'était pas d'échapper à la douleur, mais de trouver un moyen de danser avec elle. Mais comment y parvenir lorsque la dépression vous prive de toute énergie et de toute volonté d'aller de l'avant? Comment transformer quelque chose qui ne semble que destructeur en quelque chose de significatif? C'est là qu'intervient une idée centrale de la philosophie existentialiste,
la liberté de créer son propre sens. Sartre affirme qu'il n'y a pas de but prédéterminé dans la vie, pas de mission divine ou de destin fixe. Cela peut sembler terrifiant, mais cela nous donne aussi du pouvoir. Si la vie n'a pas de sens imposé, nous sommes libres d'en construire un. Cette liberté n'est cependant pas facile à supporter. Nombreux sont ceux qui préféreraient avoir un chemin déjà défini, quelque chose qui leur dise exactement ce qu'ils doivent faire. La dépression profite souvent de cette incertitude en murmurant que rien n'a d'importance, que tout effort est inutile. Mais c'est précisément là que la philosophie peut offrir une issue. Au lieu d'attendre une signification extérieure, nous pouvons commencer à créer de petites significations dans notre propre réalité. Il ne s'agit pas nécessairement de quelque chose de grandiose, ni d'une grande mission. Parfois, le simple fait d'aller de l'avant est déjà une forme de résistance. La psychologie moderne renforce cette idée. Des études montrent que de petits changements dans la vie quotidienne, comme la mise en place de routines simples et la recherche de formes d'expression créative, peuvent contribuer à atténuer les symptômes de la dépression. Non pas parce que ces actions éliminent la douleur, mais parce qu'elles créent de petits points de lumière au milieu de l'obscurité. Albert Camus a écrit que le seul problème philosophique vraiment sérieux est le suicide. Pour lui, la grande question de la vie n'était pas de trouver une réponse définitive, mais de décider si cela valait la peine de continuer. Il ne croyait pas en un but supérieur, mais plutôt en la beauté de l'expérience même de la vie. Et c'est peut-être exactement ce dont la dépression prive ceux qui la vivent, la capacité de voir la beauté au milieu du chaos. Mais cela ne signifie pas que cette beauté a disparu, elle est peut-être simplement cachée, attendant d'être redécouverte. La dépression n'efface pas la beauté du monde, mais elle la rend inaccessible. Ce qui suscitait l'intérêt et l'émotion devient indifférent. Ce qui procurait du plaisir n'est plus qu'un lointain souvenir. Et c'est peut-être là l'un des aspects les plus cruels de cet état, la déconnexion de tout ce qui, autrefois, semblait en valoir la peine. Camus a écrit que la vie n'a pas besoin de justifications extérieures pour être vécue. Il parlait d'accepter l'absurdité de l'existence et de trouver du plaisir précisément dans le fait de continuer, malgré l'insignifiance inhérente au monde. Pour lui, le problème n'était pas l'absence d'un but universel, mais plutôt l'insistance de l'homme à le chercher là où il n'a jamais été. S'il n'y a pas de grande réponse à la vie, la solution est peut-être de chercher un sens aux petites choses. N'attendez pas une épiphanie, n'attendez pas qu'un grand dessein surgisse de nulle part, mais cultivez plutôt des moments qui, aussi petits soient-ils, portent toujours un peu de lumière. La philosophie existentialiste renforce cette idée. Sartre soutient que nous sommes condamnés à être libres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de destination fixe pour nous guider, pas de force extérieure qui nous dise ce que nous devons faire. Cela signifie que la responsabilité de donner un sens à la vie nous incombe entièrement. Et si cela peut sembler un fardeau, c'est aussi un pouvoir. La dépression tente de vous convaincre que rien n'a d'importance. Et si ce n'était pas la vérité absolue? Et si, au lieu d'attendre un sens grandiose, nous pouvions trouver de petites raisons de continuer à vivre? Un café chaud par un matin froid, le bruit de la pluie sur la fenêtre, un livre qui réconforte, une musique qui, l'espace d'un instant, réveille quelque chose en vous. Aucune de ces choses ne peut à elle seule guérir la dépression. Mais peut-être peuvent-elles servir de point d'ancrage, de petits fragments de beauté qui vous rappellent qu'il y a encore quelque chose qui vaut la peine de rester. Nietzsche disait que celui qui a un pourquoi affronte n'importe quel comment. Mais que faire si, pour le moment, il n'y a pas de pourquoi?
Peut-être que la réponse ne réside pas dans la recherche d'un sens immédiat, mais dans le fait de continuer, même si l'on n'en a pas, car la vérité, c'est que la vie est toujours en mouvement. Ce qui semble insupportable aujourd'hui peut, avec le temps, laisser place à quelque chose de nouveau. La dépression ment lorsqu'elle dit que tout sera toujours comme ça. Mais le changement, même s'il est lent, se produit toujours. Et c'est peut-être sur cela qu'il faut parier. Lorsque la dépression s'installe, le chemin du retour semble impossible. Cependant, de petites actions cohérentes peuvent ouvrir une brèche dans cette obscurité. La première étape consiste souvent à demander de l'aide. Il est essentiel de parler à un thérapeute ou à un médecin pour comprendre ce qui se passe et connaître les ressources disponibles. Il existe des traitements et la combinaison de la thérapie, du soutien émotionnel et, dans certains cas, des médicaments peut commencer à soulager le poids qui semble insupportable. En outre, de petits changements dans la vie quotidienne, effectués petit à petit, contribuent à créer un espace de soulagement. Il peut s'agir d'adopter une routine de promenade légère, même si cela semble presque impossible au début. L'exercice régulier, même modéré, a des effets prouvés sur la libération d'endorphines, qui peuvent améliorer l'humeur. Le respect d'horaires de sommeil et de repas réguliers est une autre stratégie qui stabilise progressivement le corps et l'esprit. Un autre outil puissant est le contact avec d'autres personnes. La dépression nous isole souvent, mais même de simples interactions peuvent faire la différence. Un ami de confiance, un membre de la famille ou un groupe de soutien peut offrir un espace sûr pour partager ce que l'on ressent sans crainte d'être jugé. Au-delà du traitement et des changements pratiques, n'oubliez pas que la dépression est une expérience humaine. Elle ne définit pas qui vous êtes, et avec du soutien, du temps et de l'attention, il est possible de trouver de nouvelles voies. Il n'existe pas de solution unique ou immédiate, mais chaque pas, aussi petit qu'il puisse paraître, mène à une vie plus légère. Si cette vidéo vous a été utile, merci de laisser un like. Cela permet à la chaîne d'atteindre un plus grand nombre de personnes. Et si vous souhaitez exprimer votre gratitude d'une autre manière, YouTube offre la possibilité d'envoyer des cadeaux, ce qui permet également à la chaîne de rester active et de proposer des contenus qui font vraiment la différence.